18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Bonsoir à tous, bienvenue dans Time Sport, votre émission quotidienne du lundi au vendredi sur Beurre FM, beurrefm.net. Les podcasts, si toutefois vous ne nous avez pas écouté ces jours derniers, le hashtag sur Twitter, le hashtag Time Sport, bien évidemment au sommaire aujourd'hui. Eh bien écoutez, Lionel Messi est-il sur le déclin, les amis? On va parler beaucoup de football, notamment du FC Barcelone, en tout cas du roi du Barça, Lionel Messi argentin. On parlera aussi de l'Algérie, cette grande nation de football africaine, internationale. On vous posera la question, on la posera en tout cas à nos chroniqueurs qui sont aujourd'hui avec moi. On fera un petit détour par l'Angleterre, le Boxing Day, les résultats. Manchester City qui perd pas la tête, mais en tout cas la deuxième place après les matchs d'hier du Boxing Day. Et puis un petit détour également par l'Italie pour la simple et bonne raison que ça joue en Italie aussi en Serie A. Et puis ça joue, mais malheureusement ça crie assez bizarrement dans les tribunes en Italie. Allez, go Time Sport. Time Sport. Et comme je vous l'ai dit, pour m'accompagner aujourd'hui dans cette émission, 4 chroniqueurs de chic, de choc et de charme, évidemment. Non, rassurez-vous les amis, il n'y a pas de filles aujourd'hui, pas de Marion, pas de Mariama, que des beaux gosses. Que des beaux gosses. À ma gauche, Claude Tollet. Alors, Claude, c'est un chroniqueur, il est prof d'éco-gestion, il est acteur, il est formidable. Salut Claude, comment ça va? Salut, impeccable. Et toi, salut auditeur, salut tout le monde. Face à moi, l'Hidalgo du plateau. C'est plutôt mexicain quand on parle d'Hidalgo. On a eu un Hidalgo célèbre, nous, dans le football français, oui. Michel Hidalgo, qui était espagnol, d'origine espagnole. Juan José Dorado, chroniqueur, journaliste. Comment ça va, Juan José? Buenas tardes, muy bien. Muy bien? Todo bien. Allez, sur ma droite, comment on dit en arabe déjà? Je sais plus. Comment on dit bonjour en arabe déjà, mon cher Yassine Bouali, chroniqueur, journaliste avec moi. Azul en kabyle. Eh ben voilà, tu l'as dit. Moi, ça va très bien. La Hoya la baisse, la famille la baisse, tout le monde la baisse. Azul, tout le monde la baisse. Allez, voilà. Un petit mot pour l'Algérie, t'es chaud? Il fait très chaud, c'est dur donc. On va baisser le chauffage. J'ai monté. C'est pour Florian qui nous embête. Mamadou, Lamine, Mané, chroniqueur sport. Qui est en train de la vie. Comment vas-tu, Mamadou? Ça va très bien avec vous, je suis très content de retrouver mes collègues et puis je suis assis à la droite de Yacine que j'apprécie beaucoup. J'apprécie Juan José, j'apprécie Claude, j'apprécie Alex, mais... Fais attention, il va te glisser un Benzema dans l'oreille tout à l'heure, tu vas rien comprendre. Vous aurez quand même noté, vous pouvez pas le voir pour les auditeurs, mais Mamadou nous a dit je suis assis à la droite de Yacine. Non, il confond sa droite et sa gauche, Mamadou, attention. Il est comme Ousmane Dembélé, lui, je sais pas s'il est gaucher ou droitier. C'est l'émotion de le retrouver. Pour revenir à Hidalgo, on a aussi Hidalgo à Paris. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et on C'est est pas à faux. Paris. J'ai pas forcément envie de parler de Madame Hidalgo, la reine de Paris. C'est Hidalgo, on a alors, Hidalgo tu as raison. Une petite précision aussi, pour dire bonjour en Wolof, c'est Nagadef. Donc, Excuse-moi, Nagadef, quel manque de tact. Quel manque de tact. Quel manque de place. C'est beau. C'est un international. Exact. Un petit coucou à notre invité du jour, il est en studio, c'est Raphaël, il nous regarde, il nous écoute régulièrement. On le salue, j'espère qu'il va passer une bonne émission avec nous. Et l'invité aussi, évidemment, notre invité, Mamadou, va le chercher. En attendant, on va passer à notre première rubrique, évidemment, du jour, c'est un invité téléphonique. Allez, c'est parti. Time Sport, le ras-le-bol. Alors, est-ce qu'il est avec nous au téléphone, Julien Brochet, directeur de l'ESWC? Oui, Bonsoir, Julien. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous On se tutoie, on se vous voit, comme tu veux. on peut se tutoyer, pas de problème. l'eSport World Convention, World Convention, on dirait en français. Anciennement, l'Electronic Sports World Cup. C'est un événement de sport électronique, comme les auditeurs l'ont compris, c'est annuel. Et ça rassemble les meilleures équipes du monde sur des jeux vidéo conçus ou adaptés aux confrontations entre joueurs. Alors, Exactement. L'édition 2018 de l'ESWC Paris Games Week s'est déroulée au Parc des Expos Porte de Versailles. C'était du 26 au 30 octobre. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu en quelques mots ce que c'est que cet événement et quel est l'impact de cet événement aujourd'hui dans le monde? Alors, le SWC, ça existe depuis 15 ans. On a fêté nos 15 ans cette année. Bien sûr. Ça existe depuis 2003, donc ça, c'est important de le rappeler, parce que c'est vrai que dans l'esprit des gens, l'e-sport, c'est quelque chose qui est récent. Et en fait, non, ça existe depuis très très longtemps. En fait, depuis que le jeu vidéo existe, il y a des gens qui s'affrontent dessus et on a envie de savoir qui est le meilleur. Et c'est vrai que ça a beaucoup évolué parce que il y a 15 ans, on faisait un événement par an. Sauf que maintenant, c'est un tel phénomène que les comités de joueurs en demandent tout le temps. Et cette année, on a fait 7 événements. Donc en effet, vous l'avez dit, on a fait un événement
à la Paris Games Week, qui est notre plus gros événement annuel, où les joueurs s'affrontent sur les jeux phares du moment. Donc il y avait du PUBG, du Fortnite, du Clash Royale, du Just Dance. Donc on retrouve un peu tous les jeux qui marchent bien dans l'e-sport. Comme ça, à la louche, le nombre de participants, le nombre de pays représentés? Alors ça va dépendre des événements, mais sur certains événements, on a parfois plus d'une cinquantaine de pays qui sont représentés, plusieurs jeux différents. On a parfois aussi de temps en temps des compétitions réservées aux filles parce qu'il faut montrer que le jeu vidéo et la compétition existent pour tout le monde. Et donc la nouveauté cette année, c'était qu'on a fait une première compétition continentale réservée à l'Afrique, qui était le WC Africa, qui s'est tenue en début du mois. Alors, on me dit dans l'oreillette, attention Alex, chez eux, là aussi, il y a de l'argent, il y a du lourd, il y a des prize money, comme dans le tennis, comme dans le football. À combien combien s'élèvent en général les prize money dans votre compétition, dans votre événement? Alors nous, en règle générale, on fait des compétitions en cumulé sur tous les tournois où on atteint environ une centaine de milliers d'euros. Quand même. Mais alors c'est beaucoup, mais si vous voulez, nous, on n'est pas du tout la compétition qui distribue le plus de gains, puisque notamment il y a eu un tournoi cet été sur Dota 2 qui a distribué plus de 20 millions de dollars de prize money. C'est-à-dire le mec qui joue à FIFA, il gagne le tournoi, il prend 20 millions. Alors là, c'est pas sur FIFA en l'occurrence. J'exagère, évidemment. Sur Dota, c'est un jeu qui est pas très connu en France, mais c'est l'ancêtre de League of Legends, qui est plus connu en France, c'est pour les joueurs. Et donc là, c'est un Français qui a remporté ce tournoi, et d'ailleurs, il a battu en finale le PSG. C'est marrant de voir que justement, il y a les grands clubs européens maintenant qui se lancent dans l'e-sport, et il est devenu multimillionnaire du jour au lendemain. Donc voilà, aujourd'hui, on peut extrêmement bien gagner sa vie en jouant aux jeux vidéo. Rapidement, la date du prochain ESWC à Paris. Alors le prochain à Paris, là, que je peux annoncer en tout cas, ce sera le Paris Games Week encore l'année prochaine, donc qui est toujours pendant les vacances de la Toussaint, fin octobre, début novembre. Mais comme je vous le disais, maintenant on multiplie les événements et surtout on essaie de les multiplier à l'étranger. Ouais. Donc là on travaille plusieurs pistes pour 2019 et on espère pouvoir les communiquer très bientôt. Premier gros rendez-vous là, vous l'avez pas en tête encore? Le premier de 2019, non, pas encore. On sort tout juste d'un événement, donc c'est un peu difficile, et puis on avait besoin de vacances, un peu comme tout le monde. Évidemment. Et ça nous permettez-moi d'ailleurs de vous souhaiter une bonne année, évidemment, une bonne année 2019. J'ai l'impression qu'il y a quand même du pain sur la planche. Oui, je vous confirme. Et en tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous, Julien Brochet, directeur de l'ESWC. Merci d'être passé avec nous dans Time Sport. Merci, à bientôt, au revoir. Allez Florian, on passe nous à la suite avec notre ras-le-bol du jour. Time Sport, le ras-le-bol. Mais avant de passer à ce ras-le-bol, la Liga, Lionel Messi, les amis, permettez-moi de vous présenter notre invité qui sera là, qui est déjà avec nous en studio. On parlera avec lui dans quelques instants de son activité. C'est Mohamed Diaouné. Bonsoir Mohamed, comment ça va? Merci d'être là avec nous. Merci à vous, merci de votre invitation. On va parler football, si je dis pas de bêtises. Mais pas du football à 11. La variante. Voilà. Foot à 5. Le foot à 5, le fameux 5. On en parle dans quelques instants. Pour l'instant, on est branché sur la Liga, les amis, jusqu'à notre petite page de respiration tout à l'heure. Mais si, les amis, est-il vraiment sur le déclin? Juan José Dorado, déjà une première tendance avec toi. Alors, quand j'ai écouté votre question, l'Hidalgo que je suis est interloqué. Sincèrement. Mais qui peut poser cette question? Parce qu'on parle de Lionel Messi, c'est lui qui vient de recevoir le soulier d'or du meilleur buteur européen. Il a terminé 5e du Ballon d'Or, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Il est sorti du podium. Vous parlez, c'est un petit choc. Il y a 5 Ballons d'Or déjà. Oui, évidemment. C'est lui-même, je crois. Non, on parle du même. Mais là, on flirte avec le divin, évidemment. Qui est le meilleur buteur en Europe. Je crois que c'est sur le supporter du Barça qui parle. Non, mais ce sont des chiffres, c'est des statistiques. Le meilleur buteur en Europe cette année, mais aussi l'année dernière. Le meilleur buteur de la Ligue espagnole cette année, mais aussi l'année dernière. C'est lui qui, avec 21 matchs, a déjà marqué... Actuellement, toute compétition confondue, tu veux dire. A déjà marqué autant de buts en Ligue des Champions qu'il n'avait marqué l'année dernière. Vous parlez de ce Lionel Messi là, je crois. Hein. C'est ça. Alors, c'est lui qui est, entre guillemets, indispensable pour le Barça. C'est lui qui a déjà joué 600... Je ne vais pas parler de l'Argentine, vous avez raison. Peut-être pas indispensable pour l'Argentine.
mais c'est lui qui a déjà joué 656 matchs avec le Barça en tant que titulaire. Donc, avec ces chiffres-là, vous croyez qu'il est sur le déclin? Alors, qui aujourd'hui en Europe peut penser qu'il est sur le déclin? Il a marqué plus de buts qu'Mbappé, plus de buts que Griezmann, plus de buts que Cavani, plus de buts que Ronaldo. C'est celui-là dont on parle, hein. C'est lui qui est en déclin. On pose la question, mon cher Claude Tollet. Est-ce que tu l'as senti toi aussi, cette petite tendance là, où on entendait comme ça, notamment en France d'ailleurs, où on parle moins de Lionel Messi. On parle moins de Lionel Messi. On a l'impression que voilà, ça y est, Mbappé a mis au placard Ronaldo et Messi, par exemple. En France, parce que tu as envie que Mbappé prenne les devants, par exemple, parce que Mbappé a éclaboussé lors de cette rencontre face à l'Argentine. C'est vrai qu'il a, à lui tout seul, il a quand même, le monde l'a découvert. Et en fait, on a très vite oublié quel était Lionel Messi. Et même depuis quelques années, c'est vrai que il y a Cristiano Ronaldo qui a, je pense, d'un point de vue peut-être communication, il y a eu une tendance qui a dû s'inverser un petit peu. Le côté un peu, tu sais, on entend souvent Lionel Messi, il n'a pas besoin forcément de trop travailler. Mais par contre, Ronaldo, lui, il travaille beaucoup. Ce qui est faux d'ailleurs, hein. Messi travaille énormément aussi. C'est complètement faux. De toute façon, tu ne peux pas faire 15 années au très haut niveau en marquant minimum 50 buts par saison, quel que soit le poste, quelle que soit l'animation. Alors après, on peut dire ce que l'on veut. Il a quand même 30 ans passé, l'air de rien. J'aime bien, on entend 31 exactement. 31, des fois, on entend dire les joueurs passés 30 ans. Il est juste extraordinaire. Il est frais comme un gardon encore. Je vais me poser la question un petit peu différemment à Yacine. Je te sens très chaud sur le sujet, Yacine. Est-ce que en France, on n'a pas l'impression que sous prétexte que Messi n'a pas réussi avec sa sélection argentine, eh bien, il serait forcément déclinant? Est-ce qu'on oublie de regarder dans le détail ses performances qui ont été extraordinaires quand même l'année dernière? Juan Rosé le rappelait. Il est d'ailleurs actuellement le meilleur buteur sur l'année civile avec 47 buts. Ronaldo peut le battre, mais il faudrait que Ronaldo marque 6 buts, je crois, ou 7 buts lors de la prochaine journée dans quelques jours avant le 31 décembre. Mais le problème en France. Est-ce que le problème, c'est pas le rapport à l'Argentine, justement? Pas du tout. Avec l'Argentine, Messi n'a jamais été indispensable. Donc, il n'a jamais confirmé, il n'a rien gagné avec la sélection argentine. Donc aujourd'hui, si on parle du Messi, on parle du Messi qui est au Barça, avec laquelle il a tout gagné, il est en train, même cette saison. Quand moi je me pose la question, comment on arrive à dire que Messi il est en déclin quand on regarde les matchs du Barça, quand on regarde ce qu'il fait. Moi, vous me parlez de Mbappé, vous pouvez me chanter celui que vous voulez, peut-être mis à part à un degré moindre à Neymar, qui peut faire la différence comme le fait Messi. C'est exceptionnel. On peut dire ce qu'on veut. On peut dire ce qu'on veut de Messi, mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il est en déclin. On dira en déclin le jour où il marchera on va dire à l'envers. Mais aujourd'hui, il est droit dans ses bottes. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que moi, Yacine Bouhaddi, pourrait dire de peut-être le plus grand pour Yacine, pour Juan José, pour toi, Claude, Messi est toujours au top. Est-ce que quelque part, il n'a pas déjà fait un petit peu évoluer son jeu, et ce qui pousse aujourd'hui le Barça, pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots, à être encore plus Messi dépendant que par le passé? Franchement, c'est un inventeur de jeu. C'est-à-dire que là, tu as vraiment une race de joueurs rares. On en trouvera. Messi, forcément, Messi s'arrêtera. Il n'y en a jamais eu de joueur. Ça s'arrêtera d'ici peut-être 5 ans, 6 ans, j'en sais rien. Mais tu retrouveras un joueur de cette trempe dans 50 ans. Je pense qu'aujourd'hui, on ne s'en rend vraiment pas compte. Je prends aussi bien Messi que Ronaldo, qu'on a deux joueurs qui font partie pour moi certainement des 5 meilleurs joueurs de tous les temps. Pour moi, ça ne regarde que moi. J'aime pas comparer les époques, mon cher Claude. On reviendra dans quelques instants sur ce débat. On va faire un intermède avec notre invité et on revient évidemment dans Time Sport. N'oubliez pas Twitter, le hashtag Time Sport pour communiquer avec nous, le 01 53 48 3000 également par téléphone. Les amis, restez avec nous. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Alors on est de retour dans le studio de la Porte de Bercy ici à Paris.
Chers amis Time Sport, sur Beurre FM, beurrefm.net, les podcasts bien évidemment pour nous réécouter. Et puis le Twitter, hashtag Time Sport pour nous interpeller, le 0153 0156 48 0153 48 0153 48 3000. Je sais pas pourquoi ça me passait par la tête cette histoire de 53, 58, je sais plus. 0153 48 3000, je l'ai dit, en plus je connais par cœur. Non, sérieux, en plus je nous appelle régulièrement. C'est clair. Je pense que c'est l'histoire du jeune de 12 ans qui a demandé, qui a appelé les flics pour son cadeau de Noël. C'est ça, c'était moi en fait, en réalité. Bon les amis, un peu de sérieux dans cette émission s'il vous plaît. Là on est sérieux, on se concentre parce que maintenant c'est l'incroyable mais vrai. Time Sport. Un peu de dignité s'il vous plaît, on a un invité quand même, faut se faire respecter. Mohamed Diaouné. Comment ça Mohamed? Ça va. Ouais. Toi tu vas nous parler de Five. C'est ça. Parce que tu es le responsable. C'est ça. Fondateur ou pas? Non. Responsable. Non, responsable du Foot in Five qui se situe à Épinay-sur-Seine. À Épinay-sur-Seine. Pas loin de chez moi, ça. J'ai mon petit frère qui est dans le coin. N'hésitez pas à venir. Ouais. Vitaneuse même. Je crois que j'ai déjà été même. Je crois même que j'ai déjà été à Épinay. Vraiment, Le Foot in Five. Donc on va parler de Five, évidemment, de football en salle. Déjà, toi, comment t'es arrivé à cette activité de football en salle? Moi, de base, je suis issu du foot à 11. Donc voilà, après, c'est, je vais dire, une solution de repli. Voilà, on se cherche un peu dans le foot à 11, ça réussit pas trop. Bon, après, du jour au lendemain, il faut travailler, subvenir à ses besoins. Donc, comme tout le monde. Voilà, en tant qu'étudiant, j'ai mis pied à l'étrier. Et voilà, je me suis retrouvé là-bas. T'es un passionné de football de base, de toute façon. Concrètement, Mohamed, tu fais quoi dans le Five? Alors aujourd'hui, j'ai une qualité de responsable. Voilà, je gère tout simplement le centre. Donc, je gère un groupe on est entre, on va dire une dizaine d'employés aujourd'hui. Et voilà, notre rôle en gros, c'est de faire tourner un complexe comme il se faut. Vous avez un site internet rapidement pour le footin5.fr. Footin5.fr. Tout simplement. Tout simplement. Les amis, vous avez quelques questions peut-être à poser à notre ami Mohamed Diaouné. Moi, vas-y, prends le procès. Le Five, est-ce que ça dit qui? Alors aujourd'hui, il faut savoir que les adeptes de foot à 5, par rapport au foot lambda, au foot extérieur, etc., ça, en termes de nombre, ça a le double. Aujourd'hui, on compte à peu près 2 millions de licenciés au football et au foot à 5, on en compte le double, à savoir près de 4 millions. Donc on peut se licencier pour être pratiquant en une différenciation, on ne parle pas de licence au Five. Pas pour l'instant. Voilà, on parle de pratiquants. Aujourd'hui, voilà, ça a le temps d'évoluer. Avec la concurrence, etc., c'est assez compliqué en soi. Mais voilà, on parle d'adeptes et de pratiquants. Qu'est-ce que vous appelez pratique? Tout simplement. C'est encadré ou bien les gens ils payent, ils jouent? C'est du pur loisir. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne parle pas de niveau ou quoi que ce soit. C'est les gens qui viennent, qui réservent leur terrain. Le championnat foot en salle existe. Oui, ça existe. Aujourd'hui, ça existe, mais avec on va dire, les grands noms du foot à 5. Aujourd'hui, en tant qu'indépendant et avec le marché actuel, compliqué de faire un. Vous, c'est purement commercial ou c'est parce que vous parlez de loisirs? Si on paye pour pratiquer son sport, ça devient lucratif, ça devient du commercial. Maintenant, ça reste logique. Vous n'êtes pas des philanthropes, quoi. Voilà. Une société, de toute façon, est amenée à faire du profit. Donc, non, dans ce sens-là, c'est clairement purement commercial. Est-ce que tu sens, Mamadou, excuse-moi. T'as le droit. À droite. Mohamed, excuse-moi, non, mais je pense à Mamadou qui est sur ma droite parce qu'il m'a soufflé une petite question tout à l'heure. Non, mais est-ce que toi, tu sens que aujourd'hui tu es en train de faire de la concurrence au football à 11? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui te disent, voilà, après une partie, à discuter avec toi, nous, on fait plus de foot à 11, on rend nos licences, on vient faire du foot en 5 en priorité? On pourrait dire ça comme ça, mais je dirais pas nous en tant que commercial foot à 5, mais la variante, je dirais plus futsal. Aujourd'hui, il faut savoir que les clubs en soi, ils font vraiment de la recherche de performance. Nous, on n'est pas encore ouvert à ça. Au futsal, la vraie pratique de foot réduit, on va dire, où il y a un championnat, une compétition officielle, où cette année, nos joueurs, les Bleus, cette année, ils ont fait, il me semble que c'était l'année dernière ou cette année, ils ont fait pour la première fois un
un championnat d'Europe, à ce qui me semblait. Donc c'était leur première participation. Voilà. Après, là, la concurrence, oui, on peut en parler. Parce que c'est vrai que le nombre de licenciés en foot à 11, foot extérieur, en termes d'encadrement, ça reste compliqué. Donc je pense que là, bien entendu, quand on ne peut pas, eh ben on va au futsal. Yacine, vas-y. Parce que je l'ai écouté, il dit dans le football à 11, on appelle ça les licenciés, parce qu'ils ont les licences, et vous, c'est les pratiquants. Il faut savoir, dans une licence, quand on la prend, vous avez ce qu'on appelle votre sécurité, c'est la sécurité sociale. Vous payez votre licence, parce qu'il faut savoir, pour pratiquer le football à 11 dans un club, vous êtes soumis à des contrôles médicaux. Tout ce qui se passe aujourd'hui, vous faites du football de masse, les gens ils viennent payer et ils jouent chez vous. Mais vous ne savez pas dans quelles sont les conditions de sécurité que vous proposez à vos pratiquants en fait. Est-ce que vous exigez, un certificat médical pour les gens? Eh bien, il va te répondre. On en vient. Alors, là, tout à l'heure, on parlait loisirs. De toute façon, on reste toujours dans ce cadre-là. Bien sûr. On est ouvert à une clientèle. On est prestataire de services. Après, aujourd'hui, il est vrai que tous les centres de foot en salle, aujourd'hui, ont ce qu'on appelle une structure d'académie. On reçoit des enfants, on leur apprend les bases fondamentales de foot, mais on ne fait pas encore de championnat. Et on les reçoit, ils payent une cotisation annuelle et ils ont un service qui leur est dédié. Mais est-ce que quelqu'un pour pratiquer le sport, on en vient, est-ce qu'on arrive au certificat médical ça a les mêmes règles. Ça a les mêmes règles. Exactement. Vous leur demandez un certificat médical pour l'uniforme. Exactement. Et on n'avait pas répondu tout à l'heure à ma question. Alors, c'est qui est séduit pour ça? C'est des jeunes, c'est des gens adultes, c'est des adultes. Parce qu'on a la sensation quand on voit le five, c'est des femmes aussi. Voilà, aussi, mais on a la sensation, c'est souvent des gens qui ont beaucoup pratiqué le football à 11, et qu'à un moment donné, voilà, ils vont basculer sur le football à 5. Et est-ce que c'est surtout ce public-là, c'est-à-dire les adultes, les jeunes adultes? En vous donnant le chiffre, je pensais avoir répondu à la question qui me semblait logique. Quand je vous parlais on double le nombre, il faut savoir que c'est vraiment ouvert à toute la population, que de 3 à 77 ans, peu importe l'âge, peu importe le niveau. C'est-à-dire, clairement, hommes, femmes, tout le monde peut venir jouer. Mais il va affiner chez vous. Hein, vous voyez, donc, parce qu'on a souvent quand je vais voir des footballs à 5, souvent je vois des adultes plutôt, quand je disais des gens qui ont pratiqué. Il y a des enfants qui ont basculé sur le 5. Et Claude avait justement pour affiner la question. Justement, oui, j'ai parlé de 4 millions, c'est ça, de pratiquants. C'est ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un nombre sur le nombre de pratiquantes chez les femmes? Il faut savoir que Claude est entraîneur de foot. Une équipe féminine. À Viroflay, l'USM Viroflay. municipal de Viroflay, ils sont tous en vacances. Alors en femmes, je vais pas vous cacher, c'est difficile à dénombrer aujourd'hui. Pour la simple et unique raison, c'est que même le foot en salle, je ne sais pas, il recense combien de joueuses. Donc à partir de ce moment-là, ça va être même compliqué pour moi de vous répondre. Mais tu en vois venir régulièrement. C'est rare. Faut pas se le cacher. Balbutiement, c'est un balbutiement. Ça se développe petit à petit, mais franchement, c'est rare. Il faut lancer une promo, moins 50% pour les filles. La journée de la femme. Voilà. Quels sont les coûts, parce qu'on parle d'argent, quels sont les coûts pour quelqu'un pour venir pratiquer le football en salle? Alors, les prix vont de 5 chez vous, parce qu'il y a d'autres. Ils vont de 5 euros minimum à 9 euros maximum. Ça, c'est de l'heure par pratiquant. C'est ça. 5 euros de l'heure par personne. D'accord. Donc, une équipe de 5, c'est 25 euros. 50 euros voilà. ou 90 euros. Pour une équipe. Voilà. D'accord. Mamadou, une petite question aussi de ton côté. Oui, pour y avoir posé les pieds plusieurs fois, et je suis pas un grand pratiquant, mais ça m'est arrivé professionnellement de me déplacer au Foot in 5 ou dans d'autres structures indoor. Mais en fait, ces lieux, finalement, ça devient plus des lieux où on pratique du football, certes, en salle, mais on voit beaucoup de propositions aussi annexes à cette pratique. J'ai vu par exemple que pendant les matchs de Ligue des Champions, vous proposiez à des gens qui pratiquent ou pas de venir se restaurer, de regarder le match. En fait, c'est vraiment plus un lieu de vie. Ça devient un lieu de vie en plus d'être aussi un lieu de pratique sportive. En fait, c'est un complément qu'on propose. Faut savoir que malheureusement, un complexe, en tout cas un indépendant, je dirais, quand il y a des gros matchs de Ligue des Champions, voilà, le chiffre à atteindre, il est difficile à effectuer, on va pas se le cacher. Et voilà, c'est comme vous l'avez dit, un lieu de vie où vraiment, à côté
côté de ça, on propose d'autres services. Des offres complémentaires, de services, de restauration. Vraiment, voir comme si on allait un peu au cinéma. On essaie de toucher à tout simplement, tout public. Il y a des gens qui sont pas là forcément pour venir jouer au foot. Ils viennent se restaurer tranquillement et puis voilà. Et donc, est-ce que vous avez déjà envie de, je sais pas, peut-être d'engager des discussions avec d'autres prestataires de foot en 5 pour peut-être créer une fédération, pourquoi pas essayer de créer même des liens avec des foot 5 à l'étranger pour faire des sortes de coupes du monde, des 5? C'est dans tout notre intérêt de faire ça. Ouais. Très, très vous avez déjà l'idée de le faire? Aujourd'hui, moi en tout cas à titre personnel et avec je dirais mon patron, voilà, on est super ouvert sur tout ce... Mais en France, ça existe le championnat de foot en salle. Il y a des compétitions internationales. C'est bien ce que je dis. Pour les grandes marques, elles ont un championnat. Donc elles font des championnats du monde, etc. Mais voilà, c'est du costaud qui est derrière, quoi. Pour les indépendants, c'est très compliqué. Mais pour les indépendants, c'est de là que viennent les pipites du foot en salle pour aller pratiquer dans des clubs bien organisés. Pas forcément, parce que justement, quand je parle des grandes marques, il y a des grandes marques en foot à 5, elles aussi peuvent disposer de ces bons joueurs. Sous forme de franchise. C'est ça. Exactement. Voilà. Pourquoi pas? Écoutez, messieurs, Mohamed Djaouné, pardon, excusez-moi, j'en perds ma fiche. Merci en tout cas d'être venu dans cette émission pour en parler dans Time Sport. Merci à vous. Tu peux rester avec nous pour parler de la suite. On va enchaîner toujours avec Lionel Messi, on en parlait tout à l'heure. On parlera de l'Algérie dans quelques minutes, Yass, mais on va rester sur Lionel Messi. On était tout à l'heure avec Claude, notre ami Lionel Messi. Est-il sur le déclin? C'était la question de base de notre débat. Et je disais, voilà, Messi, dépendance au Barça, on la connaissait un petit peu, mais est-ce qu'elle s'est encore accentuée? Ils ont montré quand même qu'en son absence, ils étaient capables de réaliser de belles performances. Notamment le match contre le Real Madrid, je pense que tu l'as fait en tête. Un récital 5-0. 5-1. Ils avaient sauvé l'honneur, comme on dit. 5-1 Marcelo, qui avait régi le score. Maintenant, après le Barça, il y a quand même une philosophie de jeu qui existe depuis Lurette, voilà, depuis Johan Cruyff notamment. Donc tu auras un Barça, même après Messi. Après, c'est clair que individuellement, collectivement, et puis il a une telle intelligence de jeu, enfin, il a tout. Juan José, tu arrives à imaginer le jour où Messi pourrait partir du Barça? D'ailleurs, est-ce que tu crois qu'il pourrait quitter le FC Barcelone pour peut-être finir, comme il l'avait déjà peut-être évoqué il y a quelques années, partir au Newell's Old Boys en Argentine, je précise. Il a toujours dit qu'il aimerait terminer sa carrière en Argentine, là où il a commencé. Il est arrivé quand même, il avait 13 ans quand il est arrivé à la Masia, centre de formation du Barça. Mais je pense que sa carrière, entre guillemets, professionnelle, sa grande carrière, il va la terminer au Barça. Vous l'avez dit, il a 31 ans, il aura 32 ans en juin prochain. Il peut encore faire 2-3 saisons à très haut niveau avec le Barça. Mais pour revenir à Lionel Messi, il y a la Messi dépendance de Barcelone. Il faut tout simplement se rappeler que quand Neymar est arrivé à Barcelone, il a commencé à changer différemment, à jouer différemment. Déjà parce qu'il n'était pas en pointe et il était plus bas sur le côté droit, justement pour faire intégrer Neymar avec ce trio composé par la suite avec Suarez aussi. Donc Messi est un joueur qui s'adapte. Comme Ronaldo s'est adapté, c'est des joueurs différents, forcément ils ne font pas la même chose sur le terrain. Mais Messi restera tant qu'il est à ce niveau-là, c'est-à-dire mais Juan, là, je suis d'accord avec vous, parce qu'il n'y a aucun club en Europe, même le Barça, tous les joueurs qui viennent jouer au Barça doivent s'adapter à la façon de jouer de Messi. C'est lui qui décide, c'est lui le boss, c'est lui le patron. Et alors, c'est pour ça qu'en Argentine, est-ce grave, docteur? Mais forcément, vous avez raison. C'est Messi qui décide. Après, et personne d'autre. Mais au bout du compte, mais on s'adapte. Mais forcément qu'on s'adapte. Vous avez le meilleur. Messieurs, pas tous en même temps, messieurs, pas tous en même temps, Claude. Neymar vient parce qu'il y a Messi. Suarez vient parce qu'il y a Messi. Dembélé, je veux dire, tous ces joueurs-là viennent au Barça parce qu'il y a Messi. Le seul qui n'est pas venu, c'est Griezmann. Ils viennent tous pour jouer pour Messi. Avec lui. Si tu avais la plus belle femme du monde, tu voudrais jouer avec elle, non? C'est pas ça. Il y a un moment dans le football, Claude, mais il y a un moment,
tu fais en sorte de mettre dans les meilleures conditions le meilleur joueur. Oui, tu joues avec un joueur. Oui, mais c'est pas... Mamadou, il n'a pas beaucoup parlé, Mamadou. Laissez parler un petit peu, Mamadou. Mais pour moi, la question de Yacine, elle est super pertinente, mais au bout du compte, au bout du bout, mais tu as quasiment un joueur qui va traverser dans le siècle, il y en aura peut-être d'autres, mais c'est un joueur qui va marquer son époque. Il serait inconcevable que de vouloir demander au reste de l'équipe que de ne pas jouer pour ce joueur-là, parce que forcément, c'est lui qui a toujours tiré le curseur, et en plus, il a l'intelligence de pouvoir lui-même réduire le curseur. C'est un peu comme avec la JOCR et Djibril Cissé, on jouait pour Djibril Cissé. Là où on montre la grandeur de Messi, avec Ronaldo, le Real de Madrid l'a laissé partir. Le Barça. On va poser la question. C'est pas la même histoire. Donc le niveau n'est pas le même. Juan José, on va conclure là-dessus. De Ronaldo, c'est Alex Ferguson. Lui, il part du Portugal pour aller en Angleterre parce qu'il va à Manchester. Et c'est Alex Ferguson qui l'amène. Après, il va faire sa carrière du côté du Real, mais c'est pas du tout pareil. Lui, il a 13 ans. Messi, c'est un tout petit gamin. Le Barça va payer ses médicaments, l'allongement des croissances, etc. Messieurs, merci. Une petite pause et on revient. 18h-19h, Time Sport avec Alexandre Seban sur Beurre FM. Allez, on est de retour dans Time Sport, votre émission quotidienne avec Claude Tollet, Juan José Dorado, Yacine Bouali, Mamadou Lamine Mané et Mohamed Diaouné de Footin5, footin5.fr. Footin5, c'est quoi? Évidemment, vous avez compris, c'est du football à 5, c'est du 5. Mohamed, une petite question avant de passer à notre sujet suivant. Est-ce que vous avez un Instagram, un Twitter avec lequel on pourrait éventuellement communiquer, voir ce que vous faites sur les réseaux? Nous, on est actifs sur Facebook. Ouais, sur Facebook, voilà, j'oubliais. Footin5. Ouais. L'Instagram, pareil, Footin5. Snapchat, Footin5 Épinay. Voilà, c'est facile pour vous trouver. Voilà, en tapant Footin5, on arrive à vous retrouver. Le site internet, c'est footin5.fr. C'est ça. Voilà, je me suis pas trompé, c'est pas .com, c'est .fr. Les amis, et bien maintenant, on va passer à la suite de notre émission, c'est le duel. Time Sport. Le duel. Le duel, je ne sais pas comment vous présenter ça aujourd'hui. Est-ce que c'est le duel, les chroniqueurs contre l'Algérie, les chroniqueurs contre Yacine? J'ai du mal un petit peu à... Avec Yacine, on n'est jamais contre Yacine. Non, on est avec. Yacine contre Claude Tollet parce que je le vois depuis tout à l'heure, il me regarde, l'Algérie. Il est chaud. Mais pour moi, quand je le vois, il essaie sur le tunnel avant de rentrer sur la pelouse avec les crampons vissés bien pointus, bien taillés. Attends. Calma, comme dirait Cristiano Ronaldo. Calma. Attends Yacine, je vais te la lancer la question, tu vas voir, je sens que tu vas pas aimer. Dis-moi. L'Algérie n'est-elle finalement pas une nation de football un peu surcotée, les amis? Hein? Je sens... Et ce soir, il est bien inspiré, mon cher Alex Seban. Hein. Non, pourquoi je dis ça? Est-ce que on a toujours l'impression... Surcoté sur le marché de la bourse. Faut préciser. On a toujours l'impression, quand on parle de football africain, et parce qu'on a une culture de football africain aussi en France, évidemment, quand on parle du Mali, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de nos amis algériens, tunisiens ou marocains, mais là, particulièrement quand on parle de la nation, en tout cas des Fennecs, des aides, voilà, de nos amis algériens, on a toujours l'impression que c'est des nations fortes en Afrique, alors qu'en réalité, eh bien, les Coupes d'Afrique des Nations, c'est pas forcément c'est pas du tout la plus grande nation sur le continent africain, l'Algérie. Pour le préciser à nos auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est plutôt l'Égypte d'ailleurs. Oui, par rapport au titre, l'Égypte domine largement. Est-ce qu'on n'a pas un peu trop est-ce qu'on se fait pas une idée? Voilà, l'idée populaire, c'est l'Algérie est une nation forte du football, mais en réalité, pas tant que ça. Oui, l'Algérie c'est une nation forte en football parce qu'il y a une telle passion sur place que je pense pas que ça. Non, mais après gagner des titres, c'est autre chose. C'est comme l'Argentine, même si elle a gagné beaucoup de titres plus que l'Algérie. Je fais le parallèle avec l'Europe. Tu prends une belle référence. C'est là où la passion, le derby River Plate, Boca Juniors, c'est quand on y va assister en Algérie au derby USMA, MCA ou JSK MCA, il y a telle ferveur populaire qu'on en voit rarement dans le monde. Et les gens, ils aiment beaucoup leur club, ils s'identifient beaucoup à leur club. Mais c'est vrai,
arriver à gagner, parce que pour devenir numéro 1 en Afrique, il faut enchaîner les titres africains. Et à chaque fois que l'Algérie, à toutes les phases finales de Coupe d'Afrique, mis à part celle qu'on a gagnée chez nous en Algérie en 90, et éventuellement celle qu'on a perdue en 1982 en Libye, on avait peut-être la meilleure équipe, l'une des meilleures équipes de l'époque, même du monde, même pas uniquement d'Afrique, avec la génération des Madjer, Assad, Belloumi. Les dernières années, mis à part le mondial 2014, où un collectif a brillé, pas des individualités. Un collectif a brillé avec un entraîneur qui a su les faire travailler, qui est Vaïd Alilozic. Mis à part ça, je pourrais être d'accord avec toi que les footballeurs, le football algérien, un peu surcoté sur le continent africain, qu'en le comparant au football égyptien qui a raflé plein de titres. Oui, parce que c'est la référence d'Égypte sur le continent africain. Mais après, il faut connaître les conditions des déroulements des compétitions africaines. Surtout, on revient à... Les résultats sont faussés pour toi, c'est ça que tu veux dire? Pas faussés, les conditions étaient difficiles, il y avait beaucoup de jeux de coulisses. C'est pas pour on va dire dédommager la sélection algérienne de ne pas avoir à dédouaner, c'est-à-dire de leur trouver quelques prétextes pour ne pas avoir gagné des titres. Mais sur le plan intrinsèque du footballeur, le footballeur algérien, il a une certaine particularité. Quand on va au stade, on a envie de les voir. Quand on voit aujourd'hui Riyad Mahrez sur les terrains en Angleterre, ça fait plaisir. Quand les gens qui ont vécu la génération de Belloumi, quand on parle de Belloumi, c'est les gens qui ont vécu sa génération, c'est juste majestueux. Mais des footballeurs qu'on voit rarement aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a toute cette ferveur populaire autour d'une sélection qui, malheureusement, n'a pas beaucoup gagné. Yacine nous dit une grande nation de football grâce notamment à cette ferveur, cette passion qui existe au sein du pays. Claude, qu'en penses-tu, toi? Comment tu vois les choses par rapport à cette Algérie que l'on imagine toujours flamboyante et qui finalement dans les grands rendez-vous pêche par... Alors c'est vrai que la vraie ferveur, nous on la ressent en France parce que déjà il y a une vraie communauté. Grande communauté en France. Exactement, algérienne en France. Et c'est vrai qu'elle est pas mal restée sur cette génération 82 mondiale, on s'en souvient, voilà, le match contre l'Autriche, où ils ont truqué, on est un petit peu resté là-dessus, puis cette Coupe d'Afrique en 90, et c'est vrai que moi, c'est quoi, j'ai grandi moi avec le Cameroun, avec le Maroc, surtout avec la Côte d'Ivoire qui arrive un petit peu plus tard. Et c'est vrai que l'Algérie, c'est vrai que tu en entendais parler, mais tu attendais de les voir vraiment sur le devant de la scène. Et moi, je les ai vraiment vus lors de leur retour en 2010, si je me trompe pas. Mais depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, on a toujours raté les cannes. C'est vrai que tu dis que c'est un juste retour des choses, parce que même s'il n'y a que cette Coupe d'Afrique qui a été gagnée en 90, il y a tellement eu en fait de talent, de joueurs algériens. Quel gâchis, mais même pour plusieurs raisons, malheureusement. On en vient là que tu as envie d'avoir une équipe d'Algérie compétitive, mais c'est un petit peu à l'instar d'autres sélections aussi en Afrique. À l'histoire de cette sélection algérienne, il faut revenir même avant la dépendance de l'Algérie, cette fameuse équipe de FNL en 58 qui a été... Ça remonte un peu loin pour nous, là. C'est de là que ça part, la ferveur populaire. Parce qu'il faut savoir, en 58, il y avait les meilleurs joueurs du championnat de France. Les meilleurs joueurs, il y avait Rachid Makloufi qui était le meilleur attaquant en France, peut-être d'Europe. Il y avait Zitouni qui était le plus grand arrière central d'Europe, qui sont partis et qui ont choisi le chemin de l'exil pour défendre la cause algérienne, qui est l'indépendance de l'Algérie. Et tout ça, ça fait que derrière cette sélection algérienne, il y a une histoire. Le foot, voilà, est ancré dans le cœur, dans le sang des Algériens. Parce que c'est très important de cette phrase. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste de foot africain. Je comprends. J'ai un regard plutôt européen à ce niveau-là. C'est vrai qu'on attend beaucoup plus de l'Algérie. Vous avez parlé des 82 mondiales en Espagne, où j'ai découvert, et donc gamin, j'ai découvert à ce moment-là l'Algérie. Mais il faut effectivement constater qu'elle n'était pas en Russie. Même s'il a fait un très beau parcours en Brésil en 2014, est-ce que l'Algérie ne paye pas? Tu as dit qu'il y avait les meilleurs joueurs algériens qui étaient en France. Justement, est-ce que l'Algérie ne paye pas du fait que ces meilleurs joueurs sont à l'étranger, qui ont du mal peut-être parfois à s'engager avec son équipe nationale? Tout à fait d'accord avec toi, parce que les dernières années, la faiblesse du football algérien
est due certainement à la faiblesse du championnat national. Parce qu'aujourd'hui, la sélection algérienne est composée de 99,99% des joueurs qui évoluent en Europe. Donc, pour vraiment avoir une équipe nationale solide, il faut un noyau composé de joueurs locaux, c'est-à-dire joueurs qui jouent dans le championnat algérien, ce qui a été le cas en 1982, qui est venu juste après la réforme sportive menée par l'Algérie en 1976-77, qui a donné d'ailleurs le premier titre continental pour l'Algérie des clubs, le Mouloudet d'Alger, qui a perdu à l'époque l'ogre de l'Afrique, qui était le Afia Conakry. Et là, aujourd'hui, on ne retrouve plus, même en termes d'organisation, peut-être de moyens, le championnat d'Algérie possède aujourd'hui en Afrique le plus grand moyen quand on voit les salaires des joueurs qui évoluent dans le championnat d'Algérie. D'ailleurs, beaucoup de joueurs, on va dire, d'Afrique subsaharienne ou du Cameroun ou du Nigeria font le chemin, c'est-à-dire le passage obligé de l'Algérie parce qu'ils ont beaucoup plus de moyens et les salaires ils sont conséquents. Aujourd'hui, le salaire moyen d'un joueur en championnat d'Algérie, c'est aux alentours de 7 000 à 8 000 euros. C'est assez consistant, mais il y a toujours cette faiblesse du championnat qui ne permet pas à cette sélection d'avoir une structure très solide. Allez, le dernier mot pour Mohamed Diané. Sur tout ce que j'écoute depuis tout à l'heure par rapport au fait que la sélection algérienne elle soit surcotée ou pas, moi je pense en tout cas que c'est par rapport à leur jeu. Aujourd'hui, quand je vois la sélection algérienne, en tout cas moi de ma génération, le jeu qu'elle produit, etc., c'est un style à l'européenne. Quand ils arrivent en Afrique, c'est plus la même pression, c'est plus le même football. Et les résultats, malheureusement, ils en pâtissent un peu. Donc, pourtant, le football européen devrait les tirer vers le haut. Ça sera une sélection africaine. Les sélections africaines se sont organisées parce que tous les joueurs. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, après, on le ressent plus vers l'Afrique subsaharienne. On le voit bien, les sélections comme la Côte d'Ivoire, elles arrivent justement à élever le niveau parce que cette pression-là, je pense qu'ils la gèrent mieux que les Algériens. Possible aussi. Moi, possible en tout cas, aussi. Possible. Je prends certainement ta défense en tant qu'Algérien de cœur, on va dire, parce que voilà, je vois un peu comment il se. C'est juste pour te dire que tu es tombé dans son piège. Il arrive toujours à faire tomber les gens dans son piège. Il arrive à endormir tout le monde. Il est trop fort. Rapidement, un dernier mot. Les amis, un dernier mot pour Claude et on passe à la suite, s'il vous plaît. Un dernier mot, de toute façon, que ce soit l'Algérie comme d'autres sélections, il y a vraiment aussi un problème d'organisation, de mentalité. Voilà, propre un petit peu à l'Afrique. La preuve, on ne sait même pas où va se dérouler la prochaine. Laisse-le finir. On ne te laisse pas le temps, il y a un nombre incalculable de joueurs de talent, mais il y a un vrai problème de structure aussi, enfin, on ne fait pas confiance aussi aux gens, et malheureusement, ils ne sont pas confiance à domicile, donc déjà, c'est juste rajouter quelque chose qui est très important. Rapidement, alors vite, on passe à la suite, parce que j'ai un sujet important derrière. Il y a des petites hirondelles qui font le printemps, Youssa Fatal qui vient du championnat d'Algérie aujourd'hui, il est devenu le meilleur défenseur du couloir droit en France en même pas 5 mois. Ça veut dire que... Messieurs, merci. On saluera évidemment une fois encore Riyad Mahrez qui est de Sarcelles comme moi, chers amis. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, j'avais envie de le dire. On passe à la suite, le mode pressing, mon cher Florian. Time Sport, le mode pressing. Florian, vous le connaissez, hein, c'est notre technicien du son. Il est toujours là, au taquet, à fond. Merci, mon petit Florian. On passe à la suite, mais... Il n'y a pas de souci. On voulait parler tout d'abord de la première ligne avec le Boxing Day, mais j'ai pas envie d'en parler tout de suite parce que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est quand même cette histoire, une fois encore, de racisme en Italie avec ce match hier soir à San Siro, l'Inter face au Napoli. C'était une grande et belle affiche, mais malheureusement, une fois encore gâchée par le racisme d'une partie du public italien à l'encontre de notre ami Koulibaly. Le prénom, évidemment, il fallait bien que... Kalidou, voilà, excusez-moi, le prénom m'échappait. Kalidou Koulibaly, excusez-moi, qui a subi une fois encore des cris de singe de la part des tribunes, des spectateurs présents, des spectateurs en tout cas. Le mot est gentil, je ne devrais pas les qualifier de spectateurs, de salopards plutôt. Messieurs, réaction Claude là-dessus. On en a parlé il y a quelques semaines, en plus on était ensemble. Franchement, toujours abasourdi. Maintenant, ça date pas d'aujourd'hui aussi. Ça date pas d'aujourd'hui. Des cas, t'en as eu, t'en auras encore. Le vrai problème, c'est que là, t'en parles. Moi, j'espère, alors pour le coup, que là, va y avoir une vraie prise de conscience. Et là, ça se déroule quand même en Italie. 2 matchs à huis clos, donc là, c'est tombé il y a quelques heures. Ça se déroule en Italie. Contre San Siro. Mais en tout cas, pour l'Inter Milan. Là, on sent une prise de conscience, j'espère qu'elle perdurera du côté du calcio. Mais habituellement, qu'est-ce qui se passe, c'est que tu as ce type d'incident, tu as une amende
t'as une petite amende et puis on n'en parle plus et puis la vie continue. Le problème c'est qu'il faut vraiment que les hautes instances tapent du poing sur la table parce qu'il y a un moment c'est pas possible quoi. Juan José, d'ailleurs, je le signale, Cristiano Ronaldo a apporté son soutien évidemment cet après-midi à Kalidou Koulibaly. Alors c'est encore une fois l'Italie, même si ça se passe dans c'est partout, il y a un déferlement partout, même en France. Des problèmes. Mais je pense qu'il y a une phrase qui est arrivée trop tard, qui est celle d'Ancelotti quand il disait hier, la prochaine fois, on va quitter le terrain. Je ne pense pas qu'il fallait attendre la prochaine fois. Il a demandé à trois reprises qu'on arrête le match. Et l'arbitre ne l'a pas fait. Je pense qu'à ce moment-là, il faut prendre les choses en main et il faut demander à ces joueurs d'équiper. Je pense qu'il vaut mieux perdre 3 points, voire 6, si on est sanctionné sur tapis vert, à rester sur le terrain. C'est la meilleure des choses. Et puis, attendons voir ce qui va se passer avec cet arbitre. Parce qu'on ne peut pas non plus laisser passer ça à 3 reprises, lui demander d'arrêter le match et ne pas le faire. Je ne suis pas d'accord avec Lotolé. Il dit il y a une prise de conscience. Mais c'est pas le il ressent une prise de conscience. Voilà, il ressent une prise de conscience. Aucune prise de conscience de qui que ce soit. Au moins, ils ont réagi assez rapidement les Italiens. Ils ont réagi ou pas. Moi, je suis en train de te dire qu'il faut attendre. Italien Balotelli a été victime à maintes reprises de comportement racial, surtout cette région d'Italie qui est le nord, où souvent, parce qu'on parle aujourd'hui, parce que c'est Kalidou Koulibaly qui est joueur du Napoli, il y a beaucoup de joueurs africains qui jouent dans les petites divisions en Italie, ils sont victimes. Mais j'ai pas dit le contraire. Mais tous les jours d'injures raciales. Yacine, la Fédération internationale de football n'a absolument rien fait pour éradiquer ce phénomène. Mais ça, je l'ai dit. Yacine, rapidement, un petit mot de Mohamed Traoré sur ce sujet. C'est la fin de l'émission. Yacine, c'est la fin de l'émission. 3 fois, l'arbitre n'a pas voulu le faire. Moi, j'attendrai la sanction de l'arbitre en premier lieu. Et là, je penserai que les choses ont avancé. Mohamed. Oui, Mohamed, pardon, je veux dire Mamadou. Mohamed. Non, de toute façon, ça, c'est. On le connaît, ça date pas d'aujourd'hui. Mais je pense que c'est plus la FIFA, à mon sens, qui devra prendre vraiment des dispositions par rapport à un tel sujet, parce que ça commence à faire lourd là, au fur et à mesure. Ça fait très très lourd. Mamadou sera la dernière action. T'en prie, vas-y. Comme Yacine, il faut sanctionner, il faut sortir du terrain. Il faut partir. Laisser le terrain vide. Vide. 1 fois, 2 fois, 3 fois, s'il faut le faire 10 fois. Il ne faut rien attendre de la FIFA. Je suis désolé. La FIFA est au. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce cas-là, c'est mieux que tous les joueurs sortent du terrain. Bien sûr. Les deux équipes. C'est pas comme ça. Obliger les joueurs à sortir. Que ceux qui ont une conscience sortent. Que ceux qui n'ont pas de conscience restent. Et là, on verra exactement. Messieurs, merci. C'est la fin. On va dire rapidement. Les instances italiennes, qu'on réagit très vite. J'attends de voir les sanctions. Je ne dis pas que je ne suis pas d'accord. Stop. J'attends de voir. On verra. Merci à vous de nous avoir suivis dans Time Sport. La suite demain avec Bilal Lenman, évidemment, vous avez l'habitude. On vous embrasse, merci de nous avoir écoutés. À très vite sur Beurre FM. Retrouvez Time Sport tous les jours de 18h à 19h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.